Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Projet de budget 2021, quelle explication au déficit de près de 700 milliards de francs CFA annoncé par les autorités maliennes? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Modibo Maoumakalou, économiste, et Madame Bagineza Maïniare, membre de la société civile. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le projet de budget 2021 présente un déficit de près de 700 milliards de francs CFA. Mamadou Samasekou, notre reporter, va nous dire plus par rapport à ce sujet qui a été annoncé par le Conseil des ministres. Pour 2021, les prévisions des recettes budgétaires s'élèvent à plus de 2155 milliards de francs CFA. Cela représente une augmentation de près de 10 milliards de francs CFA par rapport à 2020 avec un taux d'accroissement de 0,44% selon le communiqué du gouvernement. Ce texte indique aussi que les prévisions des dépenses budgétaires de 2021 s'élèvent à plus de 2808 milliards de francs CFA. À ce niveau, une diminution de près de 57 milliards est constatée comparativement à 2020 avec un taux de réduction d'environ 2%. Le document note que le projet de budget 2021 prend en compte les objectifs du programme appuyé par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international et les cibles des critères de convergence de l'UEMOA et de la CEDEAO. Les objectifs du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2019-2023 sont également prise en compte, précise le communiqué. Les autorités de la transition soulignent aussi que l'essentiel des dépenses concernera, entre autres, la feuille de route de la transition, le renforcement des moyens de défense et de sécurité, la lutte contre la Covid-19, l'amélioration des conditions de vie des populations et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Quelle analyse faites-vous du contenu de ce projet de budget 2021? D'accord, merci M. Touré. En réalité, c'est un projet de loi de finances. Mais en tout cas, ce que je n'ai pas compris, il y a une petite incongruité à mon niveau. Le communiqué du Conseil des ministres parle d'un projet d'ordonnance portant projet de loi de finances. Donc juridiquement, moi je ne suis pas juriste, mais je sais qu'entre une ordonnance et une loi, il y a une différence. Bon, en réalité, ce sont les dispositions constitutionnelles, si je me souviens bien, si je ne m'abuse, c'est l'article 70 de notre Constitution, la loi fondamentale de février 1992, qui stipule que l'État doit déterminer ses ressources et ses charges. Donc c'est ça qu'on appelle la loi de finances. Et ça détermine les ressources que l'État doit dépenser et c'est aussi les revenus que l'État doit recevoir. Et donc c'est sur cette base que l'État, en tout cas, fonctionne pendant une année. Voilà. Donc ce que j'ai pu constater quand même par rapport à ce budget, c'est qu'il y a eu une légère réduction, une soixantaine de milliards de réduction des dépenses et qu'il y a eu une légère hausse des recettes, mais le déficit budgétaire lui-même s'est réduit parce qu'il est passé de 719 milliards pour la loi de rectificative 2020 à 653 milliards pour le projet de loi de finances 2021. Donc les dépenses ont été un peu réduites et les ressources ont légèrement augmenté. Donc c'est un budget plutôt conservateur et donc on pourra aller dans les détails après. Justement, près de 700 milliards de déficit concernant ce budget-là. Comment peut-on expliquer cela? Non, mais vous savez, la République du Mali, depuis son indépendance le 22 septembre 1960, n'a jamais atteint l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que les ressources et les charges n'ont jamais été égales. C'est-à-dire qu'on a toujours dépensé plus que nous n'avions de ressources. Nous n'avons pas, comme je le disais à quelqu'un, les moyens de nos ambitions. Mais ce n'est pas cela qui est si grave parce que le déficit budgétaire, c'est-à-dire l'excédent de dépenses au-dessus des ressources, peut être financé. Et généralement, le Mali a toujours été un bon élève, en tout cas a été un favori de la communauté internationale. De l'indépendance à maintenant, le Mali et le Bangladesh font partie des pays qui ont toujours bénéficié de l'assistance internationale, de nos pays amis qui nous ont toujours assistés, y compris dans le premier plan quinquennal 61-65, l'assistance extérieure était d'environ 60%. Donc, en réalité, ce déficit est comblé soit par des emprunts,
mais aussi par l'assistance extérieure, qui peut comprendre des dons, des prêts et autres choses. Mais tout dépend de ce que vous financez. Si c'est pour financer le fonctionnement, ce n'est pas une bonne chose. Ce déficit budgétaire doit financer les investissements, la production, la sécurité, les choses utiles. Toujours un déficit par rapport au budget depuis l'indépendance. Quelle analyse faites-vous, Maïniari? Comment percevez-vous cette situation? Nous ne tirons pas les conséquences de notre mode de fonctionnement. Nous ne sommes pas un État proactif, nous ne sommes pas un État smart qui analyse ce qui se passe, qui cherche à comprendre pourquoi j'ai toujours un déficit budgétaire depuis 1960 et que ça continue. Nous sommes toujours dans le statu quo. Nous ne créons pas de la valeur, nous ne nous remettons pas en cause, nous sommes dans l'administratif. Et ça pose un problème. Aujourd'hui, nous sommes enlisés dedans. Et si c'était une fois, 2 fois, 3 fois, depuis l'indépendance du Mali, nous ne créons pas suffisamment de valeur, suffisamment de valeur ajoutée pour pouvoir se projeter vers l'équilibre budgétaire. À défaut d'avoir l'équilibre budgétaire, nous ne pouvons absolument pas déclarer 700 milliards de déficit. Et comment ça va? Nous allons régler ça. Comme ce que l'autre Malou vient de dire, c'est que chaque année, ils vont aller emprunter de l'argent. Nous sommes endettés. Lourdement endettés. Aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à un niveau où nous devons revoir notre position. Trouver les voies et moyens pour créer de la valeur ajoutée. Faire un développement inclusif pour pouvoir nous permettre de générer suffisamment de flux et faire face à nos ambitions. Chaque année, un déficit, mais près de 700 milliards de francs CFA, c'est quand même énorme, M. Makadou. Oui, c'est énorme, pas énorme par rapport à 2800 milliards. C'est 2808 milliards de dépenses. Mais vous savez, c'est le budget de l'État, la loi de finances même est composée d'un certain nombre, à 3 composantes. Vous avez le budget général, vous avez les budgets annexes et vous avez les comptes spéciaux du Trésor. C'est tout cela qui compose le budget de l'État. En réalité, si vous voyez, tout dépend. Le budget détermine les priorités nationales. Si vous dites que c'est l'enseignement votre priorité, ça doit se refléter dans les dispositions de votre budget. Vous devez y accorder les moyens, parce qu'on doit donner les moyens qu'il faut par rapport aux priorités pour atteindre les résultats. Mais par rapport à ce que Madame dit, les choses évoluent petit à petit, parce que de plus en plus, l'État, dans le cadre de sa modernisation et de la réforme des finances publiques, essaye d'adopter certaines dispositions, en tout cas d'efficience du secteur privé. Je vais nommer la gestion axée sur les résultats et aussi le budget programme. Parce qu'avant, on avait un budget de moyens. On vous donne une somme et vous dépensez. Et c'est pour cela qu'à la fin de l'année, à un moment donné, vous voyez certains comptables faire introduire des factures fictives parce que le budget est là. Mais maintenant, nous avons un budget axé sur les résultats. Donc cela veut dire qu'il faut déterminer non seulement les intrants, il faut déterminer les extrants, il faut déterminer les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, il faut déterminer les cibles et il faut déterminer les résultats et les indicateurs aussi, évidemment. Donc ce sont ces indicateurs qui permettent d'ajuster, de voir si vous êtes en train d'atteindre votre objectif ou non. Donc cela est vraiment une très bonne chose pour la modernisation de l'administration. Mais est-ce que ce résultat est réellement visible quand on entend parler de près de 700 milliards de déficit? Non, ce résultat est moins visible parce que ça demande beaucoup de formation. Parce que vous savez, dans l'administration, avant, ça se faisait, il y avait beaucoup de formation au niveau des cadres, mais aujourd'hui, de plus en plus, les techniques évoluent, parce que vous savez, avec le savoir et la connaissance, l'innovation aujourd'hui, on est obsolète très rapidement. Donc il y a des nouvelles méthodes, par exemple la numérisation des services de l'État. Ça joue, je pense que cela a été un peu pris en compte par rapport par exemple, le télépaiement des impôts, etc. Et les guichets uniques pour rapprocher les usagers des administrations. Il y a des choses qui se font, mais on ne va pas assez loin. Parce qu'en réalité, ce budget, comme je l'avais dit, découle de décisions politiques. Par exemple, vous savez que les objectifs de Maputo de l'Union africaine en matière d'agriculture avaient demandé qu'on alloue
15% des budgets au niveau de l'agriculture. Le Mali le fait. Mais par contre, pour la santé, le sommet d'Abuja avait décliné en 2001, je pense, qu'il fallait au moins 10% du budget soit alloué aux structures de santé. Mais cela n'a pas été fait. Et nous sommes un peu loin de cela et ce sont des choses avec cette pandémie qui nous harcèle en ce moment et qui vraiment fait des dégâts partout dans le monde, y compris en Afrique. Il va falloir quand même remédier un peu à cela. Mourou Mamadou note une petite évolution par rapport à la situation concernant les déficits budgétaires. Est-ce que vous pensez que cette évolution est ressentie par le citoyen lambda? Est-ce qu'on peut voir ça sur les conditions de vie des Maliens? Mais non. Non. Parce qu'on est toujours... Moi, je pense que oui, un budget par essence, c'est du prévisionnel. Mais je ne comprends pas depuis 1960. Si cette méthode marche et que ça marchait réellement, est-ce qu'on allait être face aujourd'hui à notre destin? Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Quand on regarde aujourd'hui tous les défis que nous avons et tous les voyants rouges que nous avons dans ce pays, nous sommes obligés de reconnaître que ce mode de fonctionnement ne marche pas, n'est pas ressenti par l'individu lambda. C'est quoi le rôle des gouvernants? Les gouvernants on les paye via notre impôt pour qu'ils créent un environnement qui améliore les conditions de vie des populations. Mais même quand, comme il a dit, je prends par exemple les 15% qu'on a demandé d'allouer à l'agriculture. Même si le Mali fait, comment sont utilisés ces 15%? C'est l'argent public qui n'est pas sécurisé, qui est mal, qui n'est pas bien géré, il fait l'objet de corruption, Non, c'est pas ressenti, c'est pas du tout ressenti dans le panier de la ménagère, c'est pas ressenti dans l'évolution de notre pays, parce que quel que soit le montant qu'on alloue et quelle que soit les gymnastiques économiques ou budgétaires ou financières qu'on fait, le résultat, c'est ce qui nous importe, nous, individus ou citoyens lambda, nous ne ressentons pas ces évolutions et nous pensons que les résultats devant lesquels nous sommes aujourd'hui nous imposent, nous appellent, nous interpellent pour qu'on se remette en cause, pour qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les spécialistes sont là, il y a des spécialistes en économie, il y en a en finance, il y en a en... mais quelque chose ne fonctionne pas. Les faits sont têtus. Donc, moi, je pense que nous devons nous remettre en cause, même si nous allouons et nous faisons face aux demandes de la communauté internationale, qu'on alloue les pourcentages, faudra-t-il encore suivre ces investissements, se rassurer que là où l'argent doit partir est effectivement parti, utilisé effectivement à bon escient, utilisé effectivement par les personnes qui ont été mandatées par les citoyens pour ça, et que l'argent n'atterrit absolument pas dans les maisons, dans les véhicules ou dans autre chose que nous constatons aujourd'hui. Si on regarde le comportement du Malien, on se rend compte que le Malien lambda est beaucoup plus riche que l'État dans son comportement de tous les jours. Avec ceux qui font, si on regarde comment les griottes, les femmes sont dans les histoires de tonnes d'or qu'elles portent, excusez-moi. Oui, et comment les hommes sont dans les constructions des maisons. Une seule personne peut détenir 50 villas et ils ont des domaines. Mais je suis désolé, le Malien est plus riche que l'État malien, il y a un problème. Donc nous devons chercher à localiser où se trouve ce problème et sécuriser l'argent des citoyens. C'est ça le rôle de l'État. Il y a un problème, quelque chose ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez une idée d'où se situe ce problème-là? Oui, vous savez, c'était en fait à cause du budget de moyens que nous avons mis. Donc c'était quoi acheter et combien. Donc on ne déterminait pas, on n'allait pas suffisamment au fond des choses pour déterminer est-ce que ce besoin-là est exprimé, est-ce qu'il est réel. Et ce dont elle est en train de parler, c'est l'efficacité de la dépense publique. Et c'est un impératif, chaque sou dépensé, en tout cas de l'argent public, doit être justifié. Et vous savez, on a deux choses que nous appelons la redevabilité, l'obligation de rendre compte, mais aussi au niveau de la gouvernance finance, mais aussi la reddition des comptes. Le processus budgétaire, d'abord, vous avez un projet de loi de finances qui est déterminé, ce sont des prévisions. Mais attention, ces prévisions doivent être faites en fonction d'un principe qu'on appelle le principe de sincérité budgétaire. Cela veut dire
on suppose qu'en tant que comptable public ou en tout cas en tant qu'officiel, vous ne sous-estimez pas vos charges et ne vous surestimez pas vos ressources. Donc que les chiffres que vous donnez sont de bonne foi, mais sont sincères et fiables. Ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que cette fois-ci, vous avez l'impression que c'est sincère et fiable, ces chiffres qui ont été donnés? Le petit problème, enfin, ce que moi, en tout cas, j'ai appréhendé dans ce budget, je l'ai trouvé optimiste. Vous savez, ça fait 25 ans que le Mali a un taux de croissance économique, c'est-à-dire la croissance du produit intérieur brut, l'ensemble des produits et des services produits dans notre pays pendant une année, croît de 5% en termes réels. Mais par contre... En français facile pour les citoyens lambda. Ça veut dire que ça, c'est le revenu national. C'est-à-dire la production nationale d'abord, c'est le PIB, c'est la production nationale. Donc l'ensemble des produits, de ce qui a été produit, mais aussi des services dans notre pays. Quand on évalue tout ça, c'est ça qu'on appelle le PIB. Et d'un PIB, d'une année à l'autre, quand le PIB croît ou quand le PIB décroît, c'est ça qui détermine votre richesse nationale. Donc quand votre richesse nationale augmente, normalement, ça devrait améliorer vos conditions de vie. Mais encore faut-il que cette richesse soit bien répartie au sein de la population. Donc les richesses du Mali augmentent chaque année, mais sauf que... Depuis 25 ans. Mais par contre... Mais le Malien continue à être plus pauvre. Oui, mais pourquoi? Parce que tu as un taux de croissance démographique d'environ 3%. Le taux de fécondité d'une Malienne, c'est de 6 enfants par femme. Donc si toi, même si tes revenus sont exponentiels, si tu continues à avoir des enfants, tu continues à laisser tes charges vont augmenter aussi. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc le Mali croît depuis 25 ans de 5%. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous avons un taux de croissance démographique de 3%. Et nous avons un taux d'inflation maximum de 2%. Ce n'est pas suffisant. Il nous faut au moins 7% pour pouvoir bénéficier de ces ressources. Mais aussi, on a un inconvénient, c'est l'or. L'or non monétaire détermine environ 70 à 75% de nos recettes d'exportation. Les exportations, c'est ce que nous vendons à l'extérieur. C'est notre richesse, parce que quand vous vendez à l'extérieur, vous obtenez des revenus. Mais quand vous achetez de l'extérieur, vous importez, vous envoyez de l'argent à l'extérieur et vous vous appauvrissez. Donc, nous vendons beaucoup d'or à l'extérieur, et je crois qu'en 2018, on a vendu pour près de 1500 milliards de francs CFA d'or à l'extérieur. Ça apparaît dans nos comptes macroéconomiques, mais ça ne nous appartient pas. C'est pour qui? C'est pour les compagnies minières. Ces compagnies minières, au maximum, tu vas trouver que l'État a 20%, mais même ces 20% sont plus ou moins fictifs. Parce 20% des ressources qui appartiennent à ce 20% des participations dans la société minière, mais même cela n'est pas tout à fait correct, parce qu'en réalité, l'État vit de taxes et d'impôts à partir des compagnies minières. C'est très peu. Parce que vous imaginez, l'once d'or, ça fait 31,1 grammes. Et aujourd'hui, à $1 800 l'once. Et le Mali, je crois, l'année dernière, a produit près de 65 tonnes d'or. Pour avoir des grammes, il faut multiplier par 1000. Et si vous multipliez ça par les dollars et autres, ça vous fait des sommes faramineuses, mais qui apparaissent sur nos comptes, mais qui ne nous appartiennent pas. Parce que vous avez en plus le secteur aurifère ou le secteur minier, vous n'avez pas plus de 20 000 emplois créés par rapport à cela, direct. Par contre, si vous prenez le coton, qui fait environ 15% de nos recettes d'exportation, c'est entre 500 milliards, 600 milliards de francs CFA, ça fait vivre 5 millions de Maliens. Donc, le prix du coton a des retombées, en tout cas les ressources du coton ont des retombées directes sur la population malienne. Et puis le coton permet de faire des céréales, de faire l'élevage, un tas de choses au niveau de la filière coton. Donc c'est ça la problématique. Mais maintenant, mon principal problème, c'est que donc on a cru de 5% pendant 25 ans, mais l'année dernière, on avait prévu qu'on allait croître encore cette année de 5%, 2020. Mais le PIB a régressé de 2%. Donc on a eu une croissance de moins 2%. Ce moins 2% vont faire que l'État va perdre près de 1 000 milliards de francs CFA de recettes fiscales, parce que le taux de pression fiscale va baisser, mais aussi qu'il y a plus d'1 million de Maliens qui vont basculer dans la pauvreté, alors qu'en 2019, nous avions un taux de pauvreté d'environ 41%. 41% des Maliens sont pauvres. Sont pauvres. Et le taux de pauvreté, tenez-vous bien, c'est environ 180 000 francs CFA par an. Un individu qui gagne 180 000 francs par an, pas par mois, par an. Par an. Est considéré comme pauvre.
Ça nous fait moins de... Mais maintenant, dans ce budget, est-ce que même ce chiffre-là ne doit pas être revu à la hausse quand on voit les conditions de vie? Mais ça veut dire que les conditions de vie ne s'améliorent pas. Mais je veux dire que ces chiffres-là vont se détériorer à cause de la crise sanitaire, la pandémie de la Covid-19. Mais maintenant, ce projet de loi de finances, parce qu'il y a un projet de loi de finances d'abord, ensuite ça devient, quand c'est voté par le Parlement, c'est un outil juridique, hein, parce que le projet de loi de finances, même s'il est adopté en Conseil des ministres, en fait, il doit être approuvé aussi par la Cour suprême, la section des comptes de la Cour suprême. Et quand le budget est exécuté, il y a la loi rectificative pour, en tout cas, ajuster les dépenses et les recettes. Et ensuite, il y a une loi de règlement pour clôturer le tout et qu'on soumet aussi à l'approbation du pouvoir judiciaire, de la Cour suprême encore. On y revient tout à l'heure. Mais juste un mot. Maintenant, le taux de prévision, le taux de croissance du budget 2021 est fait sur une augmentation de 4%. De moins 2%, ils projettent qu'on va aller avoir 4%. C'est trop optimiste et à mon avis, ce n'est pas réaliste. Alors, Madame Maïniaré, aujourd'hui, plus de richesses et plus de pauvres. Comment peut-on expliquer ça? À qui profite cette richesse? Nous avons véritablement un problème de gouvernance. Nous avons un problème de gouvernance parce que le Mali a une spécialité que je dis partout où je passe. C'est que nous sommes très forts dans les théories des papiers. Mais dans l'exécution terrain, nous sommes nuls. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, je suis très contente quand le spécialiste en économie nous donne des chiffres. Dans la théorie des chiffres, c'est très bien. Mais dans la pratique, où va cet argent? Ce n'est absolument pas destiné à l'endroit où ça doit aller. Regardez, je prends un exemple comme il a très bien pris les contrats qu'on a avec les sociétés d'exploitation minière. Qui connaît le contenu de ces contrats si c'est passé quelques mois où ils sont en train de parler de ça? Il y a un problème de transparence de notre gouvernance. Ces contrats avec les sociétés minières sont signés je ne sais pas si le mot est trop fort, en catimini, entre quelques personnes qui négocient, qui savent le contenu, mais le Malien lambda ne sait même pas, n'a jamais entendu le contenu de ce qui se passe dans un contrat avec une société minière. Il y a des histoires de gombo là-bas aussi. Mais il y a beaucoup d'histoires de gombo. Et aussi, les Maliens eux-mêmes, ils se vendent les terrains entre eux. Il y en a qui sont propriétaires de mines, ils vont aller revendre ça avec des partenaires externes. Mais non, le constat est têtu. Le Malien lambda ne ressent pas tout ce qu'il y a comme progression économique, tout ce qu'il y a comme augmentation, c'est fait à dessein pour pouvoir profiter à une certaine oligarchie. Et ça pose un problème. Aujourd'hui, nous avons véritablement ce problème de gouvernance et nous devons revoir le rôle de nos gouvernants, leur niveau de responsabilité et d'engagement. Et les verrous qu'ils ont mis dans le système pour qu'on ne puisse pas les poursuivre, nous devons revoir ça. Nous devons rehausser les niveaux de transparence. Nous devons auditer, envoyer des audits, rendre publics les résultats de ces audits. Faire que si nous avons des lois et des textes. Est-ce que ça suffira puisqu'il y a des rapports du vérificateur général notamment? Ce n'est pas que le vérificateur ne cible que quelques services par an. Mais il nous faut auditer tous les services de l'État de façon continue et sortir des rapports qui seront rendus publics pour que le citoyen sache que dans telle structure, il y a eu vol, dans telle structure, il y a tel problème. C'est comme ça, c'est seulement comme ça que nous pouvons rendre notre État plus efficient. On parle de déficit budgétaire, on parle de problèmes financiers, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça se ressent dans le train de vie de l'État? Ça se ressent. C'est pour cela que je dis les individus, nos mandats, les personnes qui nous représentent sont beaucoup plus riches que l'État même. Parce que tout le système est biaisé. Tout le système est fait pour que l'argent n'arrive pas dans les comptes de l'État, mais profite à un représentant de l'État. Par exemple, je ne veux pas citer les noms parce que je n'aime pas trop indexer. Prenez les taxes que certains de nos représentants récoltent en ville. Pourquoi, quand ils verbalisent quelqu'un, ils ne donnent pas un reçu? Quand ils verbalisent, l'argent ne va pas dans les comptes de l'État. Ils verbalisent quelqu'un à leur propre profit. Quand ils constatent tel écart de conduite ou tel manquement administratif ou tel document qui n'existe pas quelque part, ils ne donnent pas un reçu quand tu procèdes à un paiement. Ils te verbalisent,
ils prennent de l'argent avec toi et ils te laissent partir. Donc, l'argent de notre État n'est pas sécurisé. Nous devons tout mettre en œuvre pour sécuriser notre argent. C'est ça le problème. Tout le système est fait pour que l'argent n'arrive pas dans les comptes de l'État. De ce fait, l'État n'est pas fort, l'État n'est pas solide, mais les individus sont solides. C'est pour cela que dans le Mali, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont plus puissants que l'État. Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent jouer sur les décisions de l'État. Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent mettre l'État dos au mur. Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent biaiser tout le système. C'est parce que la corruption a gangréné notre système. Et nous ne pouvons pas, l'individu lambda ne peut pas ressentir tout ce qu'il y a comme amélioration, je suis désolé, que l'État met en place, parce que cette amélioration tombe, entre-temps, dans les mains de quelqu'un d'autre, qui récupère ça sur la route. Donc toute la valeur ajoutée tombe quelque part. Et il y a un autre problème. L'autre problème, c'est que nous ne créons pas suffisamment de valeur. Nous ne sommes pas un pays qui transforme, nous ne faisons qu'importer. On va y revenir sur la transformation. Mourouma Makalou, est-ce que sur le train de vie de l'État, quand on prend par exemple les per diem des fonctionnaires dans les différents ministères, les bons de carburant, les produits alimentaires, est-ce qu'il n'y a jamais eu une baisse par rapport à ces sujets? Mais ce n'est pas ça le plus important, ce ne sont pas les per diem. C'est en fait, si vous voyez le fonctionnement de l'État lui-même, le fonctionnement de l'État pèse sur les finances publiques. Et quand on parle de l'État, on parle de l'État et ses démembrements, l'État central plus les collectivités. Si vous prenez la masse salariale dans les budgets, la loi rectificative 2020 et puis dans le projet de loi de finances 2021, mais écoutez, on a payé près de 700 milliards de salaires uniquement en 2020. Et on va aller à environ 750 milliards dans la loi des finances pour l'année prochaine. Donc il y a une augmentation de près de 49 milliards et de 10% de la masse salariale pour 120 000 fonctionnaires. Nous sommes 20 millions et demi de Maliens. Et si vous prenez même les recettes fiscales, le fonctionnement de l'État engloutit 80% des recettes fiscales. Et quand vous prenez le budget d'État, le budget général, et le fonctionnement par rapport aux investissements, le fonctionnement est à près de 75%. Alors qu'on a un taux de croissance démographique assez important, ça veut dire que les infrastructures doivent suivre. Quand on dit aux gens que le taux de démographie est assez élevé, ce n'est pas ça le problème. Ça veut dire qu'il faut produire encore davantage. Mais quand tu ne produis pas et que tu as encore des enfants, ça ne peut créer que des problèmes. Tu peux avoir autant d'enfants, mais il faut pouvoir s'en occuper aussi. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais la corruption ne pèse-t-elle pas plus lourd que les enfants? Mais la corruption, c'est un cancer. Mais ça existe dans tous les pays du monde. Mais au Mali, est-ce que ce n'est pas je vais vous dire, moi, en 2003, j'étais conseiller du président de la République, Amadou Touré, paix à son âme. Quand j'ai reçu le premier rapport de Transparency International, parce que je crois que c'est en 2003 que le Mali a été classé pour la première fois. J'ai appelé Peter Hagen, qui est celui qui a fondé Transparency, qui a une relation familiale, un ami de mon père. Et il m'a expliqué que maintenant, ils ont des données sur le Mali, sur la corruption au Mali. Mais depuis 2003 jusqu'à maintenant, chaque année, le Mali recule dans le classement de Transparency, d'index de corruption de la perception. Chaque année, on fait moins bien. Comment vous pouvez vous expliquer ça? Mais pourquoi? Madame en a parlé, mais la corruption, c'est dû à quoi? C'est le pouvoir discrétionnaire. Il y a un fonctionnaire qui se substitue à l'État, qui privatise l'État, et tant que lui, il ne vous donne pas son acquiescement, mais vous n'avez pas ce dont vous avez besoin et ce à quoi vous avez droit. Et on parle d'un État indépendant. Mais maintenant, pour remédier à tout cela, il va falloir qu'on aille vers la redevabilité. La redevabilité, c'est l'obligation de rendre compte. Quand on vous donne de l'argent, vous devez rendre compte de ce que vous en avez fait, qui que vous soyez. Malheureusement, au Mali, nous sommes, avec le Bénin, les deux seuls pays au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à ne pas avoir de Cour des comptes. Parce que c'est la Cour des comptes qui... Maintenant, nous avons une section des comptes au niveau de la Cour suprême. Nous avons formé, nous nous sommes battus pour qu'on forme les magistrats financiers. Ils sont là-bas depuis près de 10 ans. On ne leur donne rien à faire pratiquement. C'est eux qui doivent certifier les comptes publics, y compris les comptes de la présidence. Mais on a tout fait. J'ai beaucoup travaillé avec l'ancien président de la section des comptes,
M. Wena Nyari, à qui je rends hommage ici. Mais on n'a pas pu faire bouger les lignes au niveau des autorités politiques, des plus hautes autorités. Le Mali et le Bénin sont les deux seuls pays au niveau de l'UEMOA qui n'ont pas de Cour des comptes. Donc on ne peut pas certifier tous les comptes publics. Mais aussi, il y a la réédition des comptes. Donc on doit, comme Madame l'a dit, chaque franc dépensé doit être justifié. Parce que c'est l'efficacité de la dépense publique. Si on vous donne 100 000 francs pour dépenser sur un ordinateur, mais on doit s'assurer que vous n'avez pas acheté un ordinateur de seconde main à 30 000 francs quelque part, et que dans 2 ans, parce que c'est un bien d'équipement, que dans 2 ans, ça va tomber en panne. Donc il y a le contrôle a posteriori. Et ça, c'est dans les attributions de la Direction générale des marchés publics, mais ils ne le font pas, le contrôle a posteriori. Donc les gens signent les contrats, mais ce qu'on livre peut être différent des caractéristiques techniques. Maintenant, les contrats miniers. J'ai travaillé dans le secteur des mines. Ce que Madame dit, en fait, le Mali, nous sommes en train de perdre... peut-être que nous ne percevons pas les enjeux, mais nous sommes en train de perdre une bataille très importante pour le devenir de notre pays. D'abord, les mines, ce sont des ressources non renouvelables. Mais quand vous prenez les coûts de production au Mali, qui font moins de $200 l'once et qu'on vend à $1 800, mais qu'est-ce que l'État fait? L'État doit prendre des participations au sein de ces compagnies minières. Moi, j'ai été à Siama pendant 1 an. Je n'ai jamais vu un administrateur malien, je n'ai jamais vu une autorité malienne. Personne ne peut vous dire exactement quelle est la production minière, la production exacte d'or au Mali. Ces compagnies minières sont au déclaratif. Le président de la République ne le sait pas. Je ne sais pas s'il le sait ou pas, il doit avoir un conseiller minier. C'est-à-dire, les compagnies minières sont au déclaratif. Et c'est elles qui déclarent, nous avons produit tant. Alors que quand elles ont leur plan de production, chaque fois qu'elles exploitent un filon, on en trouve. Parce que le Mali, on trouve l'or à ciel ouvert. Dans les autres pays, il faut creuser 200 mètres sous le sol pour aller chercher l'or. Ici, c'est à l'air libre. Vous prenez et puis il y a un processus chimique pour départager l'or de la terre, de l'argile et les autres métaux non nobles pour avoir l'or. Et le taux est avec des taux assez intéressants au niveau de l'or. Parce que 3 grammes la tonne, dans certaines mines, c'est quand même extraordinaire. Mais nous n'en profitons pas. Et puis cette manne s'envole comme ça. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Madame Nyari, Moro Mamadou a évoqué le taux de fécondité par rapport à ses conséquences sur le budget. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que la corruption pose beaucoup plus de problèmes que ce taux de fécondité? Oui, bien sûr. Comme il a dit lui-même, la corruption, c'est un cancer. C'est un cancer. Ce qu'ils sont en train de faire dans les mines, je suis contente quand il a sorti la phrase pour dire que nous sommes en train de perdre la bataille. Mais à quoi sert nos dirigeants si ce n'est pas pour préserver les intérêts de ce pays? C'est ça toute la question. C'est vrai, depuis 1960, nous sommes un peu dans ce mode de fonctionnement. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, ce qui s'est passé est passé. Corrompus, nos dirigeants sont-ils complices de cette situation? Je ne saurais le dire. Ce qui se passe, c'est que les dirigeants changent de façon continue. C'est que cette année, ou cette fois-ci, nous sommes dans une phase transitoire que nous devons prendre comme une opportunité de nous remettre en cause, une opportunité de faire une refondation nette de notre pays, une opportunité de relire les contrats, de voir les conventions et de tirer les leçons du passé. Mais là aussi, je suis obligé de me rendre à l'évidence. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes à un carrefour important de notre vie, de la vie de notre nation? Est-ce que nous sommes conscients que si nous ratons cette transition, nous risquons de perdre le pays lui-même? Sur les contrats, excusez-moi. Sur les contrats, c'est des contrats léonins, ça veut dire déséquilibrés. À l'époque, moi, on avait eu quelqu'un qui nous avait, de très influent dans le monde, qui nous avait proposé des avocats pour mettre aux normes nos contrats miniers, pro bono, gratuitement. Ça n'a pas été accepté. L'or brille pour quelques Maliens, c'est le système de corruption. Mais en réalité, les contrats sont léonins et c'est quelques-uns, c'est une infime minorité qui en profite. C'est la corruption, comme on l'a dit. Mais aussi,
quand il y a des négociations, elle dit qu'on ne connaît pas le contenu des contrats. Mais nos gens ne sont pas souvent outillés. On les met face à une armada d'ingénieurs financiers, de géologues. Nos gens ne viennent pas armés. Et en plus, les fonctionnaires qui gagnent peut-être 200 000, 300 000 francs, ils viennent pour discuter des centaines de milliards. Et après, souvent, ce sont les compagnies minières même qui les recrutent pour travailler pour elles, après, par la suite. Donc il faut que l'État... M. Maralou, les compagnies les recrutent. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Mali, nous sommes toujours dans une position où nous sommes le vendeur et l'acheteur. La personne qui va négocier au compte de l'État, c'est cette même personne qui fait des connivences avec les acheteurs qui viennent et qui, par la suite, négocie sa participation et lâche l'État. Il va travailler avec les mines. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État, en tout cas. Ça ne devrait pas c'est aussi se simple faire. que ça. Ça ne devrait pas se faire. Et tout ça, en fait, c'est de la corruption. Et tout ce que nous avons privatisé dans ce pays, c'est passé comme ça. Toutes les sociétés qui ont été privatisées, l'acheteur et le vendeur étaient la même personne. Les personnes qui viennent pour négocier, ce sont les mêmes personnes qui négocient le rachat derrière. Il faut qu'on se réveille. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est toujours en train de se plaindre. Ça ne peut pas fonctionner un pays comme ça. Même pour se soigner, il faut aller à l'extérieur pour faire. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à la génération future? Nous n'avons rien. C'est une coquille vide. Et l'opportunité de la transition va nous passer tranquillement sous le nez. Si nous ne nous levons pas pour dire tous niet, il faut qu'on retravaille sur les bases. Parce que la base, il n'y a pas de base. À quoi ça sert de faire un building à 50 étages si le soubassement ne peut tenir que pendant 24 heures? Et vous l'avez évoqué, le Mali est en déficit budgétaire depuis 1960. Aujourd'hui, le Mali compte également sur l'aide, les financements et également les prêts. Aujourd'hui, sait-on à quel niveau le Mali est endetté? Jusqu'à quel niveau? Oui, mais juste pour conclure, si vous voyez l'index de compétitivité, c'est-à-dire les nations les plus prospères au monde, ce sont celles qui sont les plus riches, mais les moins corrompues aussi. Donc il y a un lien causal. Il y a une corrélation directe entre la prospérité et la gouvernance. Voilà. Donc, tenons-le nous pour dit. Maintenant, le déficit budgétaire a lieu depuis 60 ans. Nous l'avons. L'aide publique au développement, j'entends beaucoup de gens parler, ça me fait sourire. Souvent, j'ai des bisbilles avec des copains sur les réseaux sociaux qui nous parlent de souveraineté monétaire. Je leur dis, mais vous savez... ou de souveraineté tout court, je vous dis, vous savez, mais le Mali, son budget, depuis 60 ans, est comblé par l'extérieur, par nos amis de l'extérieur, nos partenaires extérieurs. Et c'est environ 25 à 30% du budget qui viennent de l'assistance extérieure. Et tenez-vous bien, près de 65% des investissements publics, les routes, les ponts, les écoles, les centres de santé, sont financés par l'extérieur. Donc nous sommes dépendants de l'aide extérieure. Le Mali est dépendant de l'aide extérieure. Pour être souverain, il faut quand même être indépendant. Il ne faut pas dépendre des ressources de quelqu'un d'autre. Donc le budget doit être cet instrument où les moyens, en tout cas on doit avoir la politique de ces moyens et où les ressources doivent être conformes aux charges. Mais ce n'est pas le cas au Mali, malheureusement. Et comment faire pour trouver une solution à tout cela? Est-ce qu'il y a les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut notamment? Franchement... Parce que quand vous regardez un peu, je prends au mot Makadou, ce qu'il a dit par rapport à notre masse salariale et le nombre de personnes qui se trouvent au niveau de la fonction publique. Faisons-nous un contrôle physique? Savons-nous si nous ne sommes pas en train de payer les gens qui sont dans la tombe? Qu'est-ce qu'on fait pour se rassurer que ces milliards qui sont destinés à payer les charges salariales de nos soi-disant administrés arrivent effectivement sur des personnes physiques existantes, vivantes, qui ne sont pas des personnes, des noms qu'on a mis dans le fichier de l'administration? Comment voulez-vous qu'on trouve des solutions à des problèmes quand on met, comme même quand une entreprise déclare qu'il a 50 personnes, alors qu'en réalité, il y en a qui 10? Comment voulez-vous qu'on crée de la valeur si nous ne sommes pas en mesure de créer des emplois? Comment voulez-vous qu'on crée des emplois si les jeunes ne sont pas valorisés, les formations ne sont pas en adéquation avec les besoins du marché? Comment voulez-vous qu'on produise des gens qui ont des masters, des maîtrises, des bacs plus X, mais qui ne savent rien transformer avec leurs mains?
Est-ce que notre pays a besoin d'avoir des doctorants, des maîtrisards, des gens qui ont des PhD, mais qui n'apportent rien à l'administration parce que notre pays n'en a même pas besoin? Est-ce que c'est le pays qui ne les utilise pas ou est-ce que c'est... On n'en a pas besoin parce que notre niveau de développement n'a pas... Nous calquons nos modules de formation sur l'extérieur. Ils sont à un niveau de développement. Ils ont besoin de certaines spécialités. Nous n'avons pas besoin. Nous sommes à la transformation du coton. Nous sommes au niveau de la transformation de notre or, de maîtriser la partie chimique. Nous sommes au niveau de l'agriculture. Nous sommes au niveau de la transformation de notre beurre de qualité. Nous sommes à un niveau basique. Donc 80% des jeunes doivent être formés dans ce sens. À quoi ça nous sert de sortir 10 000, 50 000 étudiants sortis de la filière géographique pour faire quoi? Exactement. Donc, c'est vrai, nous avons besoin de quelques portions de personnes pour la filière géographique. Avons-nous besoin d'en produire 50 000? Avons-nous besoin de transformer tous les Maliens en bureaucrates? C'est pour cela que nous devons revoir les fondements de notre pays. Comment la Chine s'est développée? C'est en mettant... Inspirons-nous du modèle chinois. C'est en prenant l'exemple sur la transformation aujourd'hui. Tout ce qui est vendu à l'étranger dans tous les pays développés, 80% viennent de la Chine. Tous les matins à Guangzhou, 300 conteneurs partent en destination des États-Unis. Comment pouvons-nous développer, créer de la valeur ajoutée pour un pays si nous ne sommes pas en mesure de mettre des stratégies en fonction de nos besoins? Si nous ne sommes pas en mesure de mettre nos jeunes en avant, si nous ne sommes pas en mesure de donner une formation en adéquation avec le milieu de l'emploi. L'employabilité des jeunes aujourd'hui, c'est à quel niveau? Les entreprises cherchent des spécialités. Voilà. Et prenez l'exemple de l'EDM. La dernière fois, le directeur de l'EDM disait qu'il y avait une panne pendant les périodes de coronavirus. Il n'y avait aucun Malien au Mali qui pouvait dépanner la panne. Il fallait qu'il aille chercher quelqu'un à Dakar, ou je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, pour venir. Mais vous imaginez? Vous imaginez? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous avons véritablement besoin de mettre des stratégies en conformité avec notre vision de notre pays. Et nous ne pouvons absolument pas faire une dernière chose, nous ne pouvons absolument pas faire du copier-coller. Et c'est ce que nous avons fait depuis 60 ans. Aujourd'hui, il incombe à tout Malien de dire stop. Et nous voulons tous le changement, mais personne ne veut que ça se solde contre soi. Quand c'est les autres qui sont incriminés, je suis d'accord pour le changement. Mais quand le changement doit infliger sur mes propres comportements et mes propres valeurs, là, je ne suis pas d'accord. Quand c'est l'autre qu'on met en prison, je suis d'accord parce qu'il a volé. Mais quand c'est mon frère qu'on met en prison, je ne suis pas d'accord. Ça ne peut pas marcher. Économiquement, comment réussir ce défi? Tout d'abord, pour revenir à la gouvernance dont elle parlait, vous avez parlé, est-ce que les personnes sont à leur place? C'est l'économiste Jean Monnet qui disait « Rien n'est possible sans les hommes, c'est-à-dire les compétences. Rien n'est durable sans les institutions. » Mais ce sont les compétences qui animent les institutions. Vous pouvez avoir la meilleure institution au monde. Si vous mettez quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, elle va détruire cette institution. Donc on doit faire attention à qui on met où. Et aussi, on doit s'assurer que les institutions sont efficientes, que nous mettons des institutions de qualité dans la durée. C'est ce dont Baba. Est-ce que ces institutions même ne détruisent pas les gens? Parce que même les gens qui sont souvent applaudis, quand ils sont nommés, on dit que voilà, ces personnes-là seront à la hauteur. À la fin, le bilan... Mais c'est parce que les institutions ne sont pas assez solides. Parce que un président des États-Unis, vous voulez rester, mais vous ne pouvez pas rester parce que la gouvernance ne vous permet pas de rester. Et la gouvernance, en mon sens, ça veut dire quoi? C'est le gouvernement des personnes. Qui il faut mettre où? Et l'administration des choses, c'est-à-dire les processus, les procédures, les systèmes. Et les deux vont ensemble. Malheureusement, nous n'utilisons ni l'un ni l'autre. Et même quand nous les utilisons de la très plus mauvaise manière. Maintenant, le temps nous fait défaut rapidement. Madame a parlé. À quoi faut-il s'attendre? Nous avons fait des progrès dans ce pays. Après l'indépendance de Singapour en 1965, le Premier ministre de Singapour, le père fondateur, il est venu au Mali pour s'inspirer de l'expérience malienne. Singapour avait le même revenu qu'un de nos pays voisins ici. 15 secondes. $2 300 par tête d'habitant. Aujourd'hui, Singapour a $90 000 par tête d'habitant. Ce pays-là n'a pas $3 000 par tête d'habitant. Dernièrement, la révolution industrielle. Tous les pays au monde, en tout cas, si vous prenez l'Union européenne, ont commencé par la révolution agricole. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'insécurité alimentaire qui a augmenté de 70% au Mali, alors que nous sommes un très grand producteur. Merci. Va-t-on réussir cette révolution économique rapidement? Oui, je pense que nous pouvons réussir parce qu'il faut rester profondément optimiste face
face à ce pays. Merci beaucoup. Nous sommes juste tributaires des individus. Aujourd'hui, nous avons besoin de mettre des institutions fortes et chaque Malien, chaque citoyen doit accepter ce principe, même si ça va à l'encontre de ses intérêts. Merci Madame Bangineza Maïniare, membre de la société civile, Modibo Maoumakalou, économiste à la régie vidéo et audio, Nouhoum Djire et Seydou Ndaou. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.